Je vais peut-être vous rappeler peut-être que la dernière fois, j'avais commencé à vous parler donc de comment est-ce qu'on pouvait passer de la compréhension physiologique, physiopathologique plutôt, de quelques maladies génétiques à des thérapeutiques. J'avais évoqué d'abord les thérapeutiques classiques, tout en montrant que même pour des thérapeutiques classiques, il peut y avoir des problèmes. Donc c'était tel que la phénylcétonurie ou l'hémophilie. Je vous avais ensuite parlé de quelque chose de plus récent, encore que là, ça a déjà maintenant environ une quinzaine d'années. Donc c'est les thérapeutiques par enzymothérapie substitutive, celles qui ont fait, je dirais, la gloire et aussi les finances de Genzyme. Et puis, j'avais terminé en vous montrant comment l'analyse pour une maladie génétique assez fréquente, donc le syndrome du retard mental avec X fragile, que l'identification du gène et ensuite l'étude de modèles drosophiles et surtout de modèles souris avait permis d'impliquer dans la physiopathologie une voie qui est la voie des signalisations du glutamate par des récepteurs dits métabotropiques, que cette voie était une cible possible de régulation pharmacologique, et donc qu'à la suite de ça, un premier essai clinique sérieux, je dirais, en double aveugle, même si sur un nombre de patients encore restreint, a été fait en Europe avec la participation d'équipes françaises et suisses, et surtout avec, sous l'égide d'une grande pharma, Novartis. Alors, donc vous avez parlé de cet essai clinique. Ce que je voulais dire aussi, c'est de parler d'une approche et d'un article sur le développement de molécules qui pourraient être intéressantes pour le traitement de l'X fragile, en partant d'un modèle qui pourrait apparaître au début très éloigné du problème d'une maladie qui entraîne un retard mental chez l'homme, c'est le modèle drosophile. Et donc, je pense que c'est important de comprendre que, évidemment, la souris est un modèle plus proche de l'homme que la drosophile. Et même ceci étant, je vous avais dit que analyser la physiopathologie d'une maladie qui, chez l'homme, entraîne un retard mental chez la souris, c'est quand même pas évident parce qu'on a des tests cognitifs chez la souris, mais enfin, évidemment, une maladie qui fait que les patients ont un langage pauvre, ont des comportements anormaux, etc., c'est pas absolument évident, évidemment, à modéliser la souris. Et là, on pourrait se dire, la drosophile, ça paraît encore plus loin, alors à quoi ça sert? Donc, comme je vous l'avais déjà dit, il se trouve que quand même le gène qui est déficient dans le syndrome de retard mental avec X fragile, ce gène éphémérin, a un équivalent dans le génome de la drosophile, ça c'est déjà une première chose, et que ceci a permis d'analyser finalement le phénotype de drosophile mutante pour l'équivalent drosophile de FMR1, que la drosophile a aussi un équivalent des récepteurs glutamate de type métabotropique. Donc, effectivement, on pouvait dire que c'est un bon modèle. Alors, l'un des avantages de la drosophile, si vous voulez, c'est que c'est un animal où les possibilités de faire des manipulations génétiques est extrêmement poussée. Ça va plus vite que chez la souris, simplement parce que
le cycle de reproduction de la drosophile, ce n'est pas tout à fait la même chose que celui de la souris, évidemment. C'est moins cher parce qu'une animalerie drosophile, c'est moins cher qu'une animalerie souris, ça prend moins de place. Vous savez que maintenant, pour les souris, on a besoin de comités d'éthique qui doivent décider, auxquels on doit soumettre les protocoles expérimentaux qu'on va faire sur la souris. Ce comité doit juger si effectivement on ne va pas faire souffrir les souris inutilement et qu'on n'en utilise pas trop, que c'est justifié, etc. Et encore, il y a des régulations qui se mettent en place sous l'égide de la communauté européenne qui vont rendre ça encore plus difficile. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de comité d'éthique pour les manipulations sur la drosophile. Vous savez, c'est une toute petite mouche de 1 ou 2 mm. Donc on peut aller plus rapidement. Et par exemple, pour des tests pharmacologiques, un essai clinique chez l'homme, ça met des années à se préparer pour être sûr qu'il n'y a pas de toxicité, pour voir quel est le minimum de patients nécessaire pour pouvoir espérer voir un effet. Ça coûte très cher parce qu'évidemment, il faut à la fois avoir des analyses très poussées. Et donc ça, on peut se le permettre sur une molécule, deux molécules, mais, et notamment pour des maladies rares, si on devait tester 10 ou 15 molécules de manière sérieuse, c'est pas sûr qu'il y ait suffisamment de patients recrutables, si vous voulez, parce qu'en plus, il faut prendre des patients avec un phénotype qui soit défini a priori, etc. Bon. Chez la souris, on peut tester plus de drogues, mais enfin même tester 5 drogues différentes sur la souris de manière sérieuse, c'est déjà long et cher. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ce que permet la drosophile, dans cet article que je trouve très intéressant, c'est de tester 2000 composés. Et ce n'étaient pas des composés qui ont été choisis au hasard, c'est des composés qui sont en fait des médicaments déjà approuvés pour l'utilisation chez l'homme. Donc l'idée de ce genre d'approche, c'est ce qu'on appelle les FDA-approved drugs, c'est-à-dire il y a un panel, si vous voulez, de 2000 molécules que le NIH permet d'utiliser pour différentes pathologies, etc. C'est de se dire, voilà, c'est des molécules que l'on peut déjà utiliser chez l'homme. Et donc, s'il y en a une qui est intéressante, on n'a pas à refaire toute la toxicologie, tous les essais par exemple, de phase 1 pour savoir est-ce que ce n'est pas dangereux pour l'homme, etc. Et donc, ça peut aller plus rapidement, quitte après à s'apercevoir que peut-être quand même, à partir d'une molécule qui a un intérêt, peut-être qu'il faut développer une molécule qui soit meilleure. Mais disons, ça permet de débarrer pas mal. Et alors, l'article dont je vous parle, qui est paru en, je crois, 2007 ou 2008, est intéressant à 2 points de vue. D'abord parce que il montre que quelquefois, quand il y a des controverses entre 2 laboratoires ou entre des laboratoires avec des résultats qui ont l'air non reproductibles ou qui ont l'air controversés, un laboratoire ne trouvant pas la même chose qu'un autre, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le tout à la poubelle et que ça n'a pas d'intérêt, mais que quelquefois ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi y a-t-il une différence entre ce qui arrive dans un laboratoire et ce qui arrive dans un autre laboratoire, et quelquefois en trouvant pourquoi, ça peut vraiment faire des choses très intéressantes. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je ne pense pas que je l'ai raconté la dernière fois, c'est comme ça que d'ailleurs les premières recherches importantes sur l'X fragile ont pu être faites, puisque ce qu'on appelle ce syndrome X fragile, c'est parce que dans certaines conditions
d'analyse du karyotype, donc des chromosomes, on s'aperçoit que le chromosome X a l'air de se casser. Et donc ça a servi de marqueur diagnostique pour cette maladie. C'est quelque chose qui avait été décrit en 1969 par un Américain dans une famille, Herb Lubbs, où il avait montré qu'il y avait une famille avec un retard mental lié au X et avec un chromosome X qui avait l'air de se casser. Et en disant, ben voilà, dans cette famille, il y a une co-ségrégation entre les deux. Et donc, visiblement, il y a une corrélation entre le fait que ce chromosome X a l'air de se casser et puis le fait qu'ils aient un retard mental. Une famille publiée en 1969, et pendant 7 ans, il ne se passe rien. Personne ne décrit d'autres familles. Est-ce que c'est que les gens n'avaient pas essayé? Si, les gens avaient essayé, puis ils n'avaient rien trouvé. Et le premier à avoir republié, c'était Jean-François Mattei, qui devint par la suite notre ministre de la Santé, qui est maintenant président de la Croix-Rouge, qui, donc, une étude faite à Marseille, montre, la présence de ce site fragile dans 3 ou 4 familles. Donc, ça suggérait qu'effectivement, c'est quelque chose qui existait. Mais celui qui a fait vraiment avancer le schmilblick, c'est un Australien qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours d'ailleurs, puisqu'il est encore, heureusement, vivant et actif, il s'appelle Grant Sutherland, qui était dans un laboratoire c'était un cytogénéticien, dans un laboratoire de cytogénétique, et il trouve, 2 familles avec effectivement ce site fragile. Et c'était donc un jeune cytogénéticien, et on lui propose un poste dans une autre université, dans un autre hôpital, en Australie. Donc il se dit, bon, c'est intéressant, puis je pourrais peut-être étudier ces familles d'X fragiles comme petit projet de recherche sans importance, mais enfin, disons, ça me permettra de faire un peu quelque chose d'autre que du diagnostic. Donc, il change de laboratoire. Dans ce nouveau laboratoire, il y avait d'autres méthodes. Et les familles qu'il voulait étudier, sur lesquelles il avait trouvé le site fragile, il ne trouve plus de site fragile. Alors, il est très embêté parce que c'était son projet de recherche. Il se dit, mais pourquoi je trouvais dans ces familles un site fragile quand j'étais dans le labo A et je ne le trouve plus quand je suis dans le labo B? Quelle est la différence? La différence, c'était, pour faire un karyotype, il faut cultiver les lymphocytes pour qu'ils se divisent. Pour les cultiver, on a des milieux de culture, et selon les laboratoires, vous pouvez avoir des milieux de culture différents. Il s'est aperçu qu'effectivement, les laboratoires avaient des milieux de culture différents. Alors, il a regardé toutes les différences qu'il y avait entre ces milieux de culture, et a testé tout ce qu'il y avait de différent. Et finalement, il s'est aperçu que ce qui comptait, c'était la quantité d'une vitamine, l'acide folique, et que pour voir le site fragile, il fallait qu'il y ait peu d'acide folique. Et on appelle ce site fragile un site fragile folate sensible. Si vous avez trop d'acide folique, vous ne le voyez plus dans le milieu. Bien. Et donc, c'est ce qu'il a publié en 1977 dans un papier dans Science. Et à ce moment-là, tout le monde savait comment est-ce qu'il fallait chercher ce site fragile. Et à ce moment-là, tout le monde l'a trouvé dans beaucoup de familles. On s'est rendu compte que c'était une maladie qui était fréquente, très importante, et il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à travailler dessus. Donc, si vous voulez, c'est intéressant. Alors, pour en revenir à cette histoire de drosophile, je raconte toujours des histoires, ça me prend du temps, mais bon, j'espère que ça vous amuse. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a des gens qui avaient décrit dans le modèle drosophile où l'équivalent du gène éphémérin a été inactivé, des anomalies très subtiles de comportement, notamment du comportement courtship behavior, le comportement d'une espèce de danse nuptiale que fait une drosophile mâle quand il rencontre une drosophile femelle vierge. C'est très bien, et donc il y avait plein de choses qui avaient été faites grâce à ça. Sauf qu'il y avait quand même un problème, parce que dans certains laboratoires, ils disaient, nous, les drosophiles knock-out pour le gène des éphémérins, elles n'arrivent pas à éclore. Elles restent au stade de larve, mais on n'arrive pas à avoir des drosophiles adultes. Alors, c'est quand même bien embêtant. Certains analysent le comportement
le courtship behavior, et d'autres, ils n'arrivent même pas à avoir des drosophiles qui éclosent. Et effectivement, c'était le cas donc, dans le laboratoire de Steve Warren. Et il s'est rendu compte qu'en fait, finalement, le fait qu'il obtienne quand il avait... Alors j'espère que voilà, vous voyez quelque chose là, voilà. Si vous voulez, ça, c'est des drosophiles hétérozygotes, donc qui ont une copie normale du gène éphémérin et une copie inactivée. Si vous donnez à manger aux larves de la commercial food ou de l'alimentation qui a été préparée au laboratoire, hop, qu'est-ce qui arrive là? Voilà, non, décidément. Je vais peut-être prendre, ça sera plus simple, parce que je vois que... Vous voyez? Donc ça, c'est les hétérozygotes, celles qui ont au moins une copie active du gène éphémérin. Elles éclosent sur la commercial food, elles éclosent sur la lab food, tout va bien. Quand vous prenez des drosophiles qui sont inactivés complètement, qui ont les deux copies, qui n'ont aucune copie du gène éphémérin actif, vous voyez qu'elles n'aiment pas la nourriture commerciale. Par contre, elles aiment bien la lab food. Et donc, effectivement, avec celle-là, on peut analyser le courtship behavior, ou tout ce que vous voulez, mais évidemment, si elles n'éclosent pas, vous ne pouvez rien faire. Et donc, Steve Warren et ses collaborateurs se sont demandé quelle est la différence entre la commercial food et la lab food. Bien, la différence qu'ils ont fini par trouver, c'est la quantité de glutamate qu'on trouve. Il y en avait plus dans la commercial food que dans la lab food. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur lab food et ils ont mis de plus en plus de glutamate. Vous voyez, ils mettent de plus en plus de glutamate. Et ils regardent qu'est-ce que ça fait pour des drosophiles tout à fait normales, pour des hétérozygotes, et pour des drosophiles qui n'ont absolument plus de éphémérin. Donc vous voyez, quand on ne rajoute pas de glutamate, tous les trois se portent très bien. Et quand vous commencez à mettre déjà 5 micromolaires de glutamate, ça ne fait rien du tout au wild type, au type sauvage, ça ne fait rien aux hétérozygotes, mais les drosophiles complètement knock-out, elles n'aiment pas. Et plus vous en mettez, moins elles aiment, alors que l'hétérozygote est toujours très bien. Donc, ça montrait que les drosophiles qui n'ont pas cet équivalent du gène éphémérin sont hypersensibles au glutamate. Et que s'il y a trop de glutamate dans la nourriture, ben les larves crèvent, ou en tout cas n'arrivent pas à éclore. Alors ça, c'est intéressant quand même, parce que je vous avais dit, les données sur la souris, etc., suggéraient que vous aviez eu un excès de signalisation glutamatergique dans les souris knockout pour le gène éphémérin, et que donc ceci a conduit à proposer comme thérapeutique justement quelque chose qui pourrait inhiber l'action de récepteurs glutamate. Et donc là, finalement, ça va dans le même sens. On a apparemment un excès de sensibilité au glutamate. Et ce qui est encore mieux, c'est que si on met du MPEP, qui est un inhibiteur de ce récepteur métabotropique mGluR5, dont je vous ai parlé la dernière fois, eh bien, si on le rajoute à de la commercial food, ça permet de sauver les drosophiles. Hein, vous voyez, lab food, elle se porte très bien. Commercial food, il n'y a plus personne. Vous rajoutez du MPEP, ça va de nouveau bien. Donc, ça suggérait que finalement, donc cette hypersensibilité au glutamate, qui d'ailleurs, on pourrait dire que, puisqu'il s'agit de nourriture, que ces drosophiles souffraient de Chinese Restaurant Syndrome, parce que vous savez que ça a été décrit, qu'il y a certaines personnes hypersensibles qui, quand elles vont manger dans un restaurant chinois, ont extrêmement mal à la tête, etc. Et alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas aux États-Unis dans le temps, les restaurants chinois mettaient comme rehausseur de goût beaucoup de glutamate. D'accord ?
Et donc, vous aviez des gens qui étaient hypersensibles au glutamate, et quand ils allaient dans un restaurant chinois, ils avaient mal à la tête. Et bon, donc, ces drosophiles, si vous voulez, une espèce de syndrome du restaurant chinois, quand il leur manque gène éphémérin. Alors, à quoi ça leur a servi à Steve Warren et ses collaborateurs? C'est qu'ils se sont dit, là, on va pouvoir, puisque MPEP sauve ces drosophiles en présence de commercial food, on va pouvoir cribler plein d'autres molécules pour savoir s'il y a d'autres molécules qui ont ce même effet. D'accord? Pour pouvoir avoir d'autres pistes de molécules pharmacologiques intéressantes. Le problème, c'est que pour ça, quand vous faites des croisements de drosophiles, il faut séparer les drosophiles qui sont knock-out complètes de celles qui sont hétérozygotes, etc. Alors, souvent, les drosophilistes faisaient des croisements tels que, par exemple, la knock-out aura les yeux rouges et celle qui n'est pas knock-out n'aura pas les yeux rouges. Vous pouvez faire parce que la couleur des yeux est sous contrôle génétique, donc vous pouvez faire des croisements comme ça. Les drosophilistes faisaient ce genre de choses. Mais enfin, ça veut dire que si vous voulez tester 2000 composés chacun sur une centaine de drosophiles, etc., donc c'est 12 drosophiles par puits. Et ici, il faut chacune regarder la couleur des yeux pour la dire, bah, tiens, celle-là, elle est knock-out, celle-là, elle n'est pas knock-out, celle-là. C'est un peu long. Et donc, maintenant, vous savez, grâce à ce qu'on appelle les fluorescent protéines, on est capable d'intégrer dans n'importe quel organisme ou cellule des protéines qui fluorescent et qui sont donc très facilement analysables. C'est maintenant un outil qui a révolutionné complètement la biologie et qui a valu le prix Nobel de chimie d'ailleurs aux 3 personnes qui ont développé ce système. Et donc, ils sont arrangés pour que un gène de green fluorescent protein soit mis à côté du gène éphémérin de drosophile. Et donc, si une drosophile a encore du gène éphémérin actif, elle a à côté cette green fluorescent protein, donc elle va être verte. Par contre, si par le suite du croisement, c'est une drosophile qui n'a plus de éphémérin, elle ne sera pas verte. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont utilisé ce qu'on appelle une espèce de cell sorter, enfin d'appareil qu'on utilise beaucoup pour le tri cellulaire, mais qui a été manipulé pour devenir non plus un trieur de cellules, mais un trieur de drosophiles, où chaque drosophile passe dans le trieur. Si elle est verte, c'est qu'elle n'est pas knock-out. Si elle n'est pas verte, c'est qu'elle est knock-out. Et à ce moment-là, celles qui ne sont pas knock-out, on les met dans des tubes, 12 tubes 12 embryons par tube, et tester 2000 composés pharmacologiques. Et sur ces 2000, ils ont trouvé qu'il y en avait une dizaine qui permettaient de sauver, de permettre la viabilité de ces drosophiles. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ces composés étaient... Bon, certains, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'ils font là, mais d'autres sont tout à fait intéressants. Parce que vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont dans le système GABAergique et notamment dans le GABA lui-même, gamma-aminobutyrate, qui est un neurotransmetteur. Et c'est intéressant, parce que le glutamate, c'est un neurotransmetteur excitateur, et le GABA, c'est l'anti-glutamate, si vous voulez, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Et comme je l'avais dit, trop de glutamate, c'est pas bon, notamment pour ces drosophiles. Et là, on voit que, par contre, si on ajoute du GABA, on aide les choses. Donc on a trop d'excitateurs, si on rajoute plus d'inhibiteurs, ça marche. Donc, si vous voulez, bon, il y a aussi deux composés qui étaient dans le système
des récepteurs à l'acétylcholine, récepteurs muscariniques. Donc ça ouvre aussi peut-être des voies. Donc si vous voulez, et alors après, ils ont montré qu'effectivement, si vous rajoutez du GABA, vous permettez la survie, vous corrigez d'autres phénotypes de ces drosophiles, y compris d'ailleurs des phénotypes développementaux. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui suggère que, en dehors de l'inhibition du glutamate, peut-être que la stimulation du GABA pourrait être aussi une voie intéressante pour l'X fragile. Voilà. Donc ça, c'était juste une partie du cours que je voulais vous raconter donc, sur l'X fragile. Et maintenant, je vais parler... oui, donc attendez, je vais quand même montrer juste peut-être cette dia. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, effectivement, on se dit que pour FMR1, les deux voies sur lesquelles peut-être on devrait pouvoir agir, l'une, c'est il y a trop de cette long-term depression et donc trop d'activité de la voie M-gluaire, et donc il faudrait pouvoir inhiber cette voie M-gluaire. Et donc c'est effectivement, par exemple, l'essai clinique que je vous ai décrit. Mais, y compris aussi chez la souris, il y a des éléments suggérant qu'il y a peut-être, de manière directe ou indirecte aussi, une diminution de la voie GABAergique, et peut-être qu'il faudrait au contraire stimuler la voie GABAergique. Et donc là aussi, il y a des essais cliniques qui se préparent pour essayer de tester des composés qui puissent stimuler la voie GABAergique. Voilà, ça c'est un exemple, vous voyez, d'un papier récent qui suggère que dans le modèle de la souris, il y a aussi une neurotransmission GABAergique déficiente et qui pourrait être responsable peut-être ou expliquer certains des anomalies de comportement chez ces souris et donc peut-être aussi chez l'homme. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre maladie, alors là, qui n'a rien à voir. On est en train de passer, j'allais dire, du coq à l'âne. Je vais vous parler de la maladie de Marfan, qui est une maladie dont on pourrait se dire qu'elle est, d'une certaine manière, moins grave que l'X fragile, puisque il y a à l'heure actuelle déjà des traitements qui étaient plutôt des traitements symptomatiques qui avaient été développés ou des traitements chirurgicaux qui permettaient, je dirais, d'espérer pour les patients atteints de cette maladie une durée de vie proche, pas tout à fait, mais proche de la normale, alors que dans le temps, il y a 20 ans, les patients atteints de maladie de Marfan décédaient souvent vers l'âge de 30 ou 40 ans. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Marfan ? Eh bien, c'est une maladie qui est liée à des mutations à l'état hétérozygote. C'est une maladie dominante dans un gène qui code pour une très longue protéine qui s'appelle la fibrilline. Et il y a plusieurs indices cliniques qui permettent de faire le diagnostic de la maladie de Marfan. Il y a déjà une anomalie de la croissance des os longs, donc c'est des gens qui sont en général très grands, qui ont des membres très longs, des doigts très longs, une hyperextensibilité des articulations. Alors ça, quelquefois, ça peut être intéressant, parce qu'avoir des doigts très longs et une hyperextensibilité des articulations, c'est utile, par exemple, si vous jouez du violon. Et on pense que Paganini, n'est-ce pas, souffrait de maladie de Marfan, et que ça lui aurait donné des
des qualités physiques qui lui permettaient de faire des choses que d'autres violonistes avaient plus de mal à faire. Bon, on n'a pas, je crois, pour le moment, essayé de trouver des cellules restantes ou des cheveux de Paganini pour vérifier s'il avait bien une mutation dans ce gène. Un autre homme célèbre dont on pense qu'il avait la maladie de Marfan, c'est Lincoln, et peut-être aussi le général de Gaulle, au moins une forme atténuée. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Alors, donc, il y a cet aspect. Vous avez aussi une dislocation du cristallin qui fait qu'ils peuvent avoir des problèmes oculaires, et notamment aussi ça peut entraîner des cataractes. Tout ça, c'est pas très grave, mais encore que là, ils peuvent avoir une scoliose, donc ça peut être quand même embêtant. Mais le gros problème des gens de la maladie de Marfan, c'est que le début de l'aorte, la crosse aortique, a tendance à croître exagérément, et ceci entraîne des anévrismes de l'aorte. Donc vous avez une crosse aortique qui est distendue, et elle peut se déchirer, c'est ce qu'on appelle une dissection aortique, et même elle peut carrément, plus que se déchirer en interne, carrément se casser, enfin, c'est pas le mot, mais enfin, et à ce moment-là, là, c'est catastrophique, et en fait, les raisons de la mort des gens atteints de syndrome de Marfan, c'était cette dissection aortique qui pouvait arriver n'importe quand, à l'âge de 30 ou 40 ans, et que, évidemment, s'il n'y avait pas un chirurgien tout de suite là pour réparer, c'était un problème. Alors, donc voilà, hein, c'est une maladie qui n'est pas rarissime, hein, environ une personne sur 5000, avec une sévérité très variable, y compris dans la même famille, mais ça c'est quelque chose qu'on voit toujours dans les maladies dominantes. C'est les maladies dominantes, vous avez 50% de la protéine qui est anormale, 50% de la protéine qui est normale, donc vous êtes dans un équilibre, disons, instable, qui peut aller vers la catastrophe, ou au contraire, qui peut être compensé, et les maladies dominantes sont souvent, y compris dans la même famille, ce qui rend très difficile d'ailleurs le conseil dans la famille, c'est que vous pouvez avoir des gens qui ont presque rien, et des gens qui ont des choses catastrophiques. Donc cette arachnodactylie, donc ces doigts très, très longs et filés, maigreur, scoliose, hyperlaxité ligamentaire, voilà, Paganini, l'anévrisme de l'aorte, voilà, c'est rupture de l'aorte, voilà, c'est ce que les dissections aortiques. Et puis aussi, vous avez des anomalies de la valve mitrale qui peuvent aussi participer à des problèmes cardiovasculaires, des pneumothorax spontanés, etc. Donc, ce gène code pour cette protéine qui s'appelle la fibrilline et qui est une protéine de la matrice extracellulaire, mais présente notamment dans la matrice cellulaire autour des vaisseaux. Et à l'heure actuelle, il y a effectivement des thérapeutiques pharmacologiques, les bêta-bloquants, qui peuvent, disons, ralentir, qui ont un effet de ralentissement sur la progression de la dilatation de l'aorte. Et surtout, maintenant qu'on a l'échocardiographie, etc., on peut regarder est-ce qu'il y a un anévrisme qui devient vraiment très, très, très grand et embêtant, et faire une chirurgie évidemment très difficile, mais de remplacement de l'aorte pour prévenir cette dissection aortique. Et donc il y a à partir d'une certaine taille, voilà, un diamètre aortique de plus de 5 cm, eh bien, on pense qu'il faut faire une intervention préventive pour éviter que ça pète à un moment où le chirurgien n'est pas là. Et donc, c'est des traitements symptomatiques. Et puis, quelquefois, vous avez fait votre opération, mais
votre aorte continue à croître et il faut quelquefois refaire une intervention chirurgicale qui est quand même assez... voilà. Et donc ce gène a été identifié dans les années, je crois, 90 par quelqu'un qui s'appelle Alditz aux États-Unis. Et puis il a fait évidemment un modèle souris, puisqu'il y a un gène qui est équivalent chez la souris. Et quand il regarde les souris qui sont déficientes pour ce gène, eh bien, il s'aperçoit qu'effectivement, il crée des souris qui font un anévrisme aortique avec une dissection ici et du sang qui sort dans le péricarde. Et donc, cette souris est un bon modèle pour la maladie de Marfan. Et donc, alors, cette maladie de Marfan, si vous voulez, puisque cette fibrilline était un constituant majeur des microfibrilles de la matrice extracellulaire, on se disait que le rôle de cette protéine très, très grande était un rôle structural. Si vous voulez, c'est une protéine de structure. Et si vous voulez faire de la thérapeutique, par exemple de la thérapie génique ou des choses comme ça pour une protéine de structure qui est présent un peu partout, ça ne paraît pas absolument évident. Hein, de remplacer une protéine qui fait la structure, c'est comme si vous avez un bâtiment et on vous dit c'est le béton qui n'est pas terrible. Ben, pour réparer ça, c'est quand même pas évident. Hein, une fois que c'est fait. Mais à partir de 2003-2004, les études sur les souris ont suggéré qu'en fait, finalement, plus qu'un déficit structural, parce que finalement, il y a quand même encore la moitié de la protéine qui est présente et qui est normale, il y avait peut-être un effet fonctionnel, et un effet fonctionnel sur une cytokine qui est très, très connue, très étudiée, qui s'appelle le TGF-bêta, Tumor Growth Factor bêta. Alors, comment ils ont trouvé ça? C'est que des souris qui avaient une forme atténuée, je dirais, qui était plus ressemblante donc à la forme chez l'homme de la maladie de Marfan, avaient des anomalies, notamment pulmonaires, alvéolaires, qui avaient été retrouvées chez des souris auxquelles on avait fait surexprimer du TGF-bêta. Donc, ça a suggéré qu'il y avait peut-être trop de signalisation TGF-bêta ou trop de TGF-bêta dans ces souris qui étaient un modèle de Marfan. Et pour vérifier cette hypothèse, il y avait des anticorps qui avaient été développés, des anticorps neutralisants qui avaient été développés contre ce TGF-bêta. Et si on injectait ces anticorps polyclonaux, donc neutralisant le TGF-bêta, à ces souris Marfan, ça corrigeait leur phénotype. Donc ça suggérait effectivement qu'il y avait peut-être ces anomalies liées à un excès de TGF-bêta. Et alors, comment est-ce qu'on peut, je vais vous mettre tout de suite le tout, comment est-ce qu'on peut comprendre ceci? Eh bien, c'est que le TGF-bêta, il est lié normalement à des protéines qui sont des protéines liant le TGF-bêta, et ceci forme un complexe qui est ancré sur cette matrice extracellulaire, ces microfibrilles, et qui est un complexe qu'on appelle latent complex, c'est-à-dire un complexe inactif. Tant que le TGF-bêta est lié à ce complexe et que ce complexe est lié aux microfibrilles, le TGF-bêta n'est pas actif. Et quand vous avez des signaux cellulaires qui disent voilà, il nous faut du TGF-bêta, vous dissociez ce complexe.
Et quand vous dissociez ce complexe, vous avez toute une signalisation. Le TGF-bêta va reconnaître les récepteurs du TGF-bêta, va activer une voie de signalisation avec ces facteurs de transcription qui sont normalement dans le cytoplasme et qui vont passer dans le noyau, qui vont activer l'expression de certains gènes. Et donc, vous avez toute une cascade d'événements qui se passent quand vous avez un excès de TGF-bêta. Et en fait, ce qui avait été montré sur des souris qui surexprimaient du TGF-bêta, ou par correction avec les anticorps, dans le modèle Marfan, les anticorps antiques, que ceci peut exprimer à la fois les anomalies pulmonaires présentes chez cette souris, les anomalies de la valve mitrale, l'anévrisme aortique et aussi d'autres aspects de la pathologie, en tout cas chez la souris. Alors, ça suggéré à ces chercheurs, donc on a toujours Harry Dietz, qui est aux États-Unis, donc qui est celui qui a découvert le syndrome de Marfan, enfin qui a découvert le gène du syndrome de Marfan. Le syndrome de Marfan a été découvert par un cardiologue ou un clinicien français, probablement au début du siècle, mais qui a découvert le gène du syndrome de Marfan, qui a analysé les modèles souris, et là, il s'est dit, ben voilà, il y a une molécule qui est déjà utilisée en thérapeutique comme anti-hypertenseur, parce que c'est un antagonisme de l'angiotensinogène, ou plutôt c'est du récepteur à l'angiotensine, voilà. Et cette molécule, le losartan, il était connu qu'elle a aussi un effet inhibiteur sur la signalisation par le TGF-bêta. Et là, on se retrouve dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ces maladies rares. Si vous avez une molécule qui paraît intéressante et qui est déjà autorisée pour être utilisée chez l'homme, c'est beaucoup plus facile de tester son action que s'il s'agit de prendre une molécule pour laquelle il y a à faire tous les essais toxicologiques, etc. Donc, ils se disent, on va voir, est-ce que le losartan, donc, qui est cette molécule, donc, utilisée dans certains cas d'hypertension qui sont résistants à d'autres traitements, notamment les personnes qui sont résistantes au traitement par inhibiteur d'enzymes de conversion, eh bien, ce papier dit que voilà, en traitant au losartan ces souris, eh bien, on corrige de manière quand même très spectaculaire les problèmes de ces souris. Alors là, attendez, il faut que je me souvienne bien, parce que ça, c'est... Non, ça, c'est... Pour le moment, c'est encore le traitement de ces souris avec des anticorps anti-TGF-bêta. Donc, vous voyez ici la paroi, je pense que c'est la paroi aortique, d'une souris normale. Voilà une souris qui a une des mutations humaines. Donc, c'est vraiment un bon modèle de la maladie de Marfan, parce que c'est une souris qui a une des mutations qui a été trouvée chez des patients. Et vous voyez complètement cette anomalie de cette paroi artérielle comparée à la souris normale. Vous traitez ces souris par des anticorps anti-TGF-bêta, 1 mg par kilo, c'est déjà mieux, 10 mg par kilo, vous avez complètement corrigé. D'autre part, je vous avais dit que quand vous avez un excès de signalisation par TGF-bêta, cette signalisation entraîne la présence de ces protéines SMAD qui vont aller dans le noyau. Vous pouvez regarder où sont les protéines SMAD et est-ce qu'elles sont dans le noyau.
vous voyez qu'ici, il n'y en a pas dans le noyau. Par contre, chez la souris mutée, le modèle, vous avez plein de noyaux qui sont très très positifs pour de la protéine SMAD, SMAD2, voilà, c'est ça, dans la paroi, dans les cellules de la paroi aortique. Et si vous traitez par les anticorps anti-TGF-bêta, vous avez disparition de SMAD. Donc ça, c'est une chose, mais ils ont aussi mesuré ici le diamètre de l'aorte. Vous voyez, souris normale, diamètre aortique, souris non traitée, modèle avec la mutation Marfan, et vous donnez les anticorps, vous voyez, vous diminuez, vous normalisez à la fois la croissance de la crosse aortique ou l'épaisseur de l'aorte. Donc vous voyez, vous avez une normalisation. Donc ça, c'est avec les anticorps, mais, et c'est ça qui est très excitant, c'est que si maintenant vous traitez non plus avec des anticorps, mais vous traitez avec soit le propanolol, c'était la thérapeutique symptomatique qui était celle qui était utilisée dans les protocoles de traitement de la maladie de Marfan. Donc vous voyez de nouveau, souris normale, souris mutante non traitée, souris traitée au propanolol, c'est pas terrible, souris traitée au losartan, c'est spectaculaire, et de nouveau, vous regardez wild type, placebo, donc la croissance aortique, une très forte croissance aortique, le propanolol diminue, mais le losartan a un effet encore plus fort. Même chose pour l'épaisseur de la paroi, souris normale, souris mutée traitée au propanolol, souris mutée traitée au losartan. Donc, un effet spectaculaire chez la souris. On pouvait se demander, oui, d'accord, la souris, mais est-ce que ça peut marcher chez l'homme? Donc, il faut faire un essai clinique. Alors là, je dois dire que j'ai essayé de lire dans ce papier comment avaient été recrutés les patients, et je ne suis pas arrivé vraiment à voir. Mais enfin, ce n'est pas un essai en double aveugle. Il se trouve qu'ils ont pris dans cet essai, enfin, ils ont identifié 18 patients avec une forme sévère c'est des enfants, hein, 18 enfants, pediatric patients, avec des formes sévères de maladie de Marfan, et sur lesquels un traitement au losartan avait été entrepris, mais au départ hors d'un essai clinique rigoureux, en double aveugle, etc. Donc, je suppose, en fait, vu les dates et ce qu'ils en disent du truc, que ce qui a dû arriver, c'est qu'il y a eu ce premier papier qui a été publié sur la souris, et qu'il y a des cliniciens qui se sont dit devant des cas très graves de Marfan, tiens, on va essayer le losartan, en dehors, je dirais, d'un essai clinique rigoureux a priori. Donc là, ce papier, en fait, c'est une analyse a posteriori. C'est-à-dire que ces enfants ont été traités par le losartan, ils les ont retrouvés, hein, oui, identified 18 pediatric patients, ce n'est pas qu'ils les avaient recrutés, ils les ont identifiés. Et ces 18 patients ont été traités par le losartan. Et ce qu'on avait pour ces patients, quand même, c'est des patients qui étaient suivis de manière très, très rigoureuse. On avait le taux de croissance de leur aorte avant traitement et après traitement. Avant traitement, 3,54 mm par an. Après traitement, 0,46. Une P de 1 sur 1000. Et d'autres. Donc, ce qu'ils disent, c'est que dans cette petite cohorte de 18 patients,
qui ont été traités. Ce n'est pas, comme dit, un essai clinique en double aveugle où vous ne savez pas ce que vous avez donné. On sait qu'ils ont été traités par le losartan. Mais ceci dit, on a des données d'échographie qui permettent, parce que quand vous avez, par exemple, des traitements, des essais cliniques qui impliquent des aspects comme la douleur ou comme le comportement qui sont estimés par le médecin ou par la famille, etc., l'effet placebo peut être très fort. Les gens se disent, tiens, je prends un médicament, je vais mieux. Là, c'est quand même plus difficile de penser à l'effet placebo pour quelque chose que vous mesurez en échographie. Donc, des résultats apparemment spectaculaires. Donc, ce papier date de 2008, dans le New England Journal of Medicine. Ah oui, bah ça, voilà, ça c'est les données de ce papier de 2008. C'est les changements des diamètres aortiques à différents endroits, notamment à la crosse aortique, la racine de l'aorte, avant traitement, après traitement. Vous voyez, c'est quand même très spectaculaire. Dans l'aorte ascendante qui, elle, n'est pas touchée par la maladie, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Donc c'est vraiment quelque chose de très... Alors on aurait pu se dire qu'on allait se précipiter pour faire un essai clinique plus rigoureux, mais les essais cliniques plus rigoureux, ça prend beaucoup de temps à préparer, etc. Et donc vous avez ce papier de 2010 où ce n'est pas la description du résultat, c'est la description de quel essai clinique a été approuvé et va commencer, et de comparer de manière double-blind, placebo-controlled, le losartan avec les bêta-bloquants. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si l'essai clinique a maintenant commencé, puisque ça, c'est un papier qui est paru en 2010, mais ce papier, alors, là aussi, le premier essai sur les enfants, c'était 18 enfants, là, ça sera 174 patients, donc un essai qui, avec un suivi prévu sur 3 ans, donc un essai très... voilà. Alors, ceci dit, la recherche continue, notamment puisqu'il y a ces souris, et récemment, il y a des papiers qui, dans le modèle souris, suggéraient qu'un antibiotique, mais qui agit aussi sur des protéases qui s'appellent les métalloprotéases, les MMP, qui est un inhibiteur de MMP, que cet antibiotique, la doxycycline, a également un effet favorable par l'inhibition de ces métalloprotéases, et que même si on combine le losartan et la doxycycline, on a une efficacité sur le modèle souris plus meilleure. Comme la doxycycline est également quelque chose qui peut être utilisé chez l'homme, vous voyez, ça peut permettre peut-être effectivement de voir. Et la dernière, il y a des anomalies osseuses, notamment une ostéopénie qui est présente chez les patients et qui est aussi présente dans le modèle souris. Et là, il trouve qu'effectivement, une molécule qui est utilisée contre l'ostéoporose, l'alendronate, quand elle est utilisée en combinaison avec le losartan, sur ce modèle souris toujours, a un effet favorable sur ce paramètre d'ostéopénie du syndrome de Marfan. Et donc, il suggère qu'il pourrait être utile d'avoir un traitement multifacette avec diverses molécules dans cette maladie. Voilà. Donc, je crois que peut-être que
je vais m'arrêter là pour cette heure. S'il y a des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est aussi quand, au courant du cours, vous avez besoin d'une précision, vous avez une idée qui vous vient, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, donc, on va prendre 5 minutes de répit avant que je passe à autre chose. Mais s'il y a des questions, je suis évidemment tout prêt à essayer d'y répondre si je peux. Oui ? Que pensez-vous de la publication simplement de protocoles avant d'avoir des résultats pour dire on va faire tel essai? C'est intéressant ça oui, moi je ne suis pas un spécialiste des essais cliniques, mais je crois qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que d'abord peut-être éventuellement soumettre ce protocole à la critique. Alors, encore que pour un protocole puisse passer, il y a des instances régulatrices qui sont de plus en plus... je pense que c'est effectivement une manière, je dirais, soit de marquer le terrain, soit de dire, voilà, on est en train de faire ça. Aussi, peut-être, s'ils n'ont pas encore recruté les patients, c'est de faire savoir, voilà, on veut recruter des patients qui ont telle et telle chose. Bon, alors c'est certain que ce n'est pas publié dans des journaux aussi prestigieux que le résultat. Vous savez d'ailleurs, il y a tout un problème sur la publication des essais cliniques qui est celui que les grands journaux ne publient que les essais cliniques qui donnent un résultat intéressant. Et un résultat intéressant, c'est en général quand même plutôt qu'on a un effet favorable plutôt qu'on a donné ça puis on n'a rien trouvé. Et pour les compagnies pharmaceutiques qui sont celles qui payent ces essais cliniques très très cher, la tendance aussi, effectivement, c'est que s'il y a un essai clinique qui dit que leur molécule d'intérêt n'a aucun effet, ils ne sont pas absolument poussés à la publier le plus rapidement possible. Et donc, vous avez ce biais de publication qui a été un problème aussi dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la génétique multifactorielle, où vous ne publiez que ce qui marche en ne publiant pas ce qui ne marche pas. Et donc, ça donne la fausse impression qu'il y a des choses qui marchent, alors qu'en fait, peut-être qu'il y a eu 5 essais cliniques, dont 1 a marché et 4 n'ont pas marché, et que donc, en fait, ça ne marche pas, et que celui qui a marché, c'est peut-être un aspect statistique, etc. Et je compare souvent ça au fait que si vous lisez les journaux, en ce qui concerne le loto, on ne parle que des gens qui ont gagné au moins, je dirais, 1 million d'euros, ou même plutôt 5 millions d'euros au loto. C'est les seuls dont on parle dans les journaux. Donc si vous regardez, tiens, monsieur Machin, il a gagné 3 millions d'euros au loto, on ne parle pas des dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes qui chaque semaine perdent de l'argent au loto. Ça vous suggérait que peut-être, eh bien, quand on joue au loto, on gagne des millions d'euros. Hein, parce qu'on ne parle pas de ceux qui ont perdu. Alors ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a cet aspect. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, maintenant, il y a aussi toute cette histoire qu'il faut que les essais cliniques, même ratés, qu'il y ait des bases de données où on puisse savoir, oui ou non, cet essai clinique, il a été fait, quel a été le résultat, et pas simplement d'avoir ce biais des grands journaux qui ne publient que les choses qui ont l'air très intéressantes. Voilà, une réponse un peu longue pour... Y a-t-il d'autres questions? Oui? Sauf erreur de ma part, du point de vue de mes sources d'information, je crois savoir que le général de Gaulle est mort d'une rupture d'anévrisme. Voilà, c'est pour ça que c'est tout à fait... alors il est mort quand même assez tardivement, mais ceci dit, je vous avais dit d'ailleurs que... Et puis il était grand, hein, il avait des grands bras. Donc c'est une des choses qui suggère que est-ce que c'était du Marfan ou un syndrome de type, etc. Mais c'est exactement c'est l'un des autres grands hommes dont on suppose. Donc vous voyez, Paganini, Lincoln et peut-être De Gaulle, mais chez aucun, je sais qu'à un moment, comme il y a un mouchoir qui est conservé à la Library of Congress
avec le sang de Lincoln quand il a été assassiné, puisqu'il y a quelqu'un qui a essayé de limiter l'hémorragie. Et donc il y a ce mouchoir avec du sang de Lincoln. Et à un moment, ils discutaient, est-ce qu'on pourrait prendre un peu pour séquencer le gène de la fibrilline et pour savoir finalement, oui ou non, est-ce que Lincoln avait la maladie de Marfan. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été encore fait. Mais maintenant que dans le temps, il fallait beaucoup d'ADN, donc c'était peut-être difficile. Maintenant, ça devrait être possible. On séquence Néandertal, on devrait être capable de séquencer le gène fibrilline de Lincoln. Pour le général de Gaulle, je ne sais pas ce qui reste. Oui ? Non, alors là, l'essai qui est prévu, c'est des plus de 10 ans. OK ? Alors, je sais, je dois voir le papier détaillé, mais vous avez la référence International Journal of Cardiology en 1910. C'est en tout cas des plus de 10 ans, donc je suppose que c'est adolescents et adultes. Hein. Mais je dois dire que j'ai pas regardé le détail. Ce qui m'intéressait plutôt, c'est de vous montrer que il y avait un papier en 2008 qui disait regardez, ça donne des trucs extraordinaires chez les enfants, et qu'il faut vraiment, disons, les essais cliniques rigoureux. C'est une énorme machine qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent à se mobiliser. Oui ? Oui. Non, alors si vous voulez, alors je ne suis absolument pas un spécialiste de la signalisation du TGF-bêta, mais si vous voulez, donc, c'est des protéines qui à la fois se lient à la fibrilline, d'accord, et qui se lient aussi au TGF-bêta, en plus avec ces protéines LAP, et donc tout ce complexe est une forme, je dirais, parce que le TGF-bêta, c'est quelque chose d'extrêmement actif. Quand on a besoin, il faut qu'on en ait, mais il ne faut pas qu'on en ait trop. Donc, c'est une manière, si vous voulez, de garder tranquille ce TGF-bêta sous forme d'un complexe latent, inactif, mais qui peut être activé. Alors, je dois vous dire, là, je n'ai pas regardé le détail, parce que c'est tout un domaine que je ne connais pas vraiment, sur la manière dont ça se passe. Mais, donc, si vous voulez, chez les patients, vous avez 2 fois moins de fibrilline, OK, hein, et donc, il y a sans doute il y a moins de ce complexe latent. Par contre, il y a plus de TGF-bêta libre parce que probablement la fibrilline est un facteur limitant dans la formation de ce complexe. Les sites sur la fibrilline qui permettent l'ancrage de ce complexe sont un facteur limitant. Mais je dois dire que là, je vous encourage à regarder par exemple cette publication Neptune et al. Nature Genetics sur exactement quelles sont les protéines et de quelle manière vraiment ça fonctionne. Mauvaise réponse, mais bon.